je trouve pas les mots pour décrire la puissance de vie qui habite ce petit être. Donc c'est comme si tout à coup cet endroit qui nous a vu nous créer nous-mêmes, enfin pas nous-mêmes, être créés et procréés dans ce ventre, cet endroit devient étroit. Donc il y a nécessité à ce qu'il y ait un changement puisque il y a une étroitesse, le ventre ne peut plus contenir cette vie. Donc on arrive à l'heure de la naissance. Et on le sait aujourd'hui, on le sait que c'est le petit être qui va déclencher les premières contractions, qui va déclencher l'entrée dans le processus d'accouchement. Et donc ce petit être, la première étape, on l'appelle la décision de naître, c'est-à-dire la décision plus ou moins claire de ce petit être à s'engager dans le processus de naissance pour venir sur Terre. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bonjour Daniela. Bonjour Nassima. Alors heureuse de te recevoir à nouveau. On a fait un premier épisode sur ton activité de psychanalyse corporelle. Tu nous avais expliqué ce que c'était, en quoi ça consistait. Et maintenant on va rentrer plus en détail autour du sujet de la naissance. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, donc selon le point de vue de la psychanalyse, en quoi est-ce que la naissance constitue vraiment un moment clé dans la vie d'un individu ? J'ai de prime abord envie de te répondre avec une question en disant mais comment ça pourrait ne pas l'être ? Comment ça pourrait ne pas l'être, cet instant incroyable et mystérieux en même temps de notre arrivée dans ce monde, cet instant de début de notre vie terrestre, cet instant à partir duquel on va compter notre âge parce qu'on le compte à partir de la naissance et non pas à partir de la conception. Comment est-ce que ce passage du monde intra-utérine au monde terrestre pourrait ne pas être un événement central dans notre vie. Ça tombe sous l'essence que c'est un événement central et pendant des siècles, on s'est concentré seulement sur l'aspect extérieur de cet événement, c'est-à-dire que on a pu observer des naissances depuis l'aube de l'humanité, des naissances ont lieu dans le monde animal, donc c'est un événement connu en fait depuis des millénaires. Et au fur et à mesure que le confort de vie, la conscience humaine progresse, il y a quelque chose qui va attirer encore plus l'attention sur la nature intérieure de cet événement et en quoi cet événement devient le point de départ de construction de notre personnalité unique sur Terre. C'est vrai que, bien sûr, comme tu le dis, c'est super central, c'est notre arrivée dans ce monde. Et c'est quand même quelque chose dont on ignore encore énormément de choses. En fait, il y a des grands mystères autour de la naissance et on n'a pas conscience réellement de l'impact que ça a plus tard sur notre vie. Du coup, qu'est-ce qui se passe justement au niveau de la naissance ? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Et qu'est-ce que tu as pu donc constater de par toute ta pratique et les recherches que vous avez faites tous ensemble ? Il se trouve que autour de 1924, Freud, l'inventeur de la psychanalyse, a un collaborateur qui s'appelle Otto Rank et c'est le premier psychanalyste
qui par une intuition absolument incroyable, parce que je n'ai aucune idée comment il a pu faire pour avoir une telle intuition à l'époque. Et en tout cas, c'est révolutionnaire pour l'époque, ça l'est encore aujourd'hui, parce que dans certains milieux, c'est toujours pas admis que la naissance est un traumatisme qui structure toute l'angoisse humaine, disait-il. Et donc, c'est le premier à centrer l'attention de la psychanalyse sur une expérience corporelle et préverbale. Eh bien, quelques décennies plus tard, avec la découverte de la psychanalyse corporelle et du fait que par le corps, on pouvait avoir accès à cet événement, la psychanalyse corporelle va confirmer cette intuition et découvrir au fur et à mesure que par un protocole précis, on peut retrouver cet instant clé, cet instant d'arrivée dans le monde, vécu non pas descriptivement depuis l'extérieur, comme on peut nous raconter notre naissance par nos mamans ou la sage-femme qui était là, etc., mais depuis un revécu, depuis l'intériorité du naissant, depuis l'intériorité de la personne qui le traverse. Et c'était absolument, c'est absolument novateur. C'est de pouvoir se dire, il y a une possibilité à ce que cette mémoire puisse remonter. Et je voudrais vraiment dire que cette découverte confirme vraiment aussi ce que la science a pu découvrir jusque-là. Parce que la science nous dit que le nouveau-né possède une mémoire corporelle implicite et non verbale, et que les expériences périnatales, le stress, l'extraction, la souffrance, la séparation, modifient le système neurovégétatif et le stress futur. Donc, vous voyez, on a les deux points de vue de la psychanalyse et de la science qui se recroisent, qui se croisent et qui se complètent, selon moi. Et moi, je suis psychanalyste et en même temps, j'ai toujours un œil sur la science, ça me passionne, les découvertes scientifiques me passionnent, et je cherche toujours voir comment il y a une complémentarité entre ces deux champs de découverte qui sont, selon moi, très complémentaires. Mmh. C'est vrai que je suis un peu aussi tout ce qui se passe à ce niveau-là et puis je suis convaincue de toute façon pour avoir moi-même vécu, des souvenirs de cette période-là qu'il y a tout un monde et qu'il est hyper important de prendre soin de ce monde, mais le commun des mortels n'a vraiment pas conscience de ça. Il y a beaucoup de personnes à qui on parle et qui te disent: «Mais le bébé, il comprend rien, il se rappelle de rien, il voit rien» et c'est tellement frustrant, moi, quand j'entends ce genre de choses. Je me dis: «Mais attends, il y a tellement un monde qui se passe en fait et il a ses propres perceptions et ça le marque mais complètement et heureusement on arrive un peu à ça. C'est vrai qu'on commence de petit à petit à ouvrir les yeux là-dessus et c'est génial que la science arrive à ça parce que, bah, ça donne toujours plus de pouvoir à à des savoirs peut-être qu'on avait déjà mais qui étaient pas très crédibles, parce qu'il manque de preuves scientifiques pour les personnes très cartésiennes, ce qui est normal aussi, je peux comprendre. Mais ça l'est toujours. Ça l'est Ouais. toujours. Ça semble toujours assez invraisemblable qu'on puisse avoir accès à cet instant dont on a oublié le contenu. Mmh. Et on est regardé parfois avec incrédulité. Mmh. Et pourtant, il se trouve que par ce protocole précis de la psychanalyse corporelle, depuis 40 ans, les personnes ont accès à cet instant fondateur de leur personnalité et elles rapportent toutes les mêmes choses. C'est-à-dire que on ne base pas notre expérience sur notre expertise, sur comme ça des idées qu'on se fait, mais on base notre expertise sur des centaines de dossiers et de bilans de revécus de naissance par la psychanalyse corporelle qui ont été analysés, qui ont donné suite à une description assez précise, à découvrir qu'il y a des étapes précises qui reviennent chez tout le monde, qu'il y a des constantes, c'est-à-dire que nous avons une base de données absolument inédite et inouïe, une base de recherche qui ne se base pas sur 2-3 situations,
mais sur des centaines de situations et sur un protocole qui est reproductible et qui donne toujours le même type de résultats. Donc c'est extrêmement intéressant. Et nous ne sommes pas des huluberlus qui tout à coup on invente qu'on peut se rappeler de ceci, de cela. Non, nous avons une base d'études, une base de données expérimentale extrêmement importante. Et cette base a été étudiée et le modèle des étapes de la naissance qui en a été tiré est devenu assez clair. Ok. Oui, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de sceptiques, mais on gagne du terrain petit à petit. Et c'est vrai que pour les plus sceptiques, je pense qu'une des seules manières, c'est de le vivre pour y croire. Parce que c'est comme, on va y arriver, mais justement, c'est comme les EMI. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça. Et en fait, pourtant, il y a tellement de témoignages là-dessus. Et non, il y a beaucoup de sceptiques, j'en rencontre plein. Et c'est vrai qu'à part le vivre, voilà, ça arrivera peut-être pour eux à un moment dans leur vie. Alors justement, il y a ce que vous avez pu analyser suite à toutes ces expériences, c'est que justement, il y avait un gros parallèle entre les expériences de mort imminente que les gens relatent et vivent et qui sont beaucoup documentées maintenant quand même, et les expériences de naissance. Il y a un véritable parallèle et qui est encore très peu connu par contre celui-là. Il y a une anecdote que je vais vous raconter. Le Mhm. fondateur de la psychanalyse corporelle se rendant il y a quelques dizaines d'années en arrière à un congrès pour présenter justement cette découverte de la naissance, a rencontré Elisabeth Kubler-Ross, qui était à ce même congrès pour présenter ses découvertes concernant les expériences proches de la mort. Et en l'écoutant, Elisabeth Kubler-Ross lui a conseillé sa propre méthode pour mettre en ordre cette observation des expériences proches de la naissance, du coup. Donc, on aurait les expériences proches de la mort et les expériences proches de la naissance. Et effectivement, il a été appliqué le même protocole d'observation. Et la découverte a été stupéfiante parce que, effectivement, en appliquant le même protocole pour analyser ces revécus, on est arrivé à voir qu'il y avait un parallèle. Et je dirais, comment pourrait-il ne pas y en avoir? Mais absolument. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'entrée de la vie dans la vie terrestre, de l'autre côté, il y a la sortie de la vie terrestre, et en fait, on est devant deux événements majeurs qu'on pourrait voir, si on les analyse de plus près, on peut se rendre compte qu'il y a un miroir entre les deux. Il y a un miroir et il y a des analogies assez troublantes. Et il faut dire aussi que, en fait, tout le processus de naissance active quelque chose de l'ordre de cette proximité de la mort, puisque à chaque étape, le naissant frôle la mort. Et chaque étape, si elle se passe pas bien, peut entraîner la mort. Donc c'est un peu logique que entre ces deux bouts de la vie, je dirais, il y a un tel parallélisme possible et un tel miroir. Ouais, ouais, ça me donne vraiment des frissons et ça m'émeut et il y a tellement une puissance derrière tout ça en fait que fou, ça m'a fait vibrer. Et absolument, de toute façon, la mort, la naissance, il y a une sorte de ce qui est en bas et ce qui est en haut, et comme ce qui est en haut, donc il y a vraiment un parallèle et j'ai hâte qu'on découvre encore plus de choses en fait au niveau de la naissance parce que ça nous aide pour notre vie, appréhender la mort et comprendre comment ça se passe et l'accompagner, ça nous aide pour l'après, et ça aide aussi des personnes qui restent là, mais accompagner la naissance, ça nous aide sur toute la vie, donc ça aide à avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité relationnelle et donc même un monde qui se porterait mieux. Bon, ça c'est c'est ma mission un peu de prôner cette conscience pour servir, voilà, créer un monde meilleur. Mais du coup, est-ce qu'on peut plonger maintenant dans vraiment dans le prisme de vision de la petite âme qui s'incarne et comprendre elle ce qu'elle vit dans ce processus-là et comment
Comment ça se passe Bah, de son côté? déjà, je dirais, il faut comprendre qu'on se présente aux portes de la naissance riche, riche de toute une vie créatrice entre la conception et le moment de la naissance. Il y a une vie d'une puissance invraisemblable qui nous a créés. C'est-à-dire qu'il y a les 9 mois de grossesse sont pas anodins, c'est-à-dire qu'on a traversé presque toute l'histoire de l'évolution sur Terre. Pas presque, on a traversé toute l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre pour être créé, pour être procréé et créé en termes de petit humain qui va se présenter aux portes de la naissance. C'est-à-dire qu'il y a dans ceux qui retraversent la naissance, il y a aussi des images qui pourraient présenter cette espèce de vécu paradisiaque en quelque sorte de création de notre propre être, de ce processus d'incarnation de notre âme, un peu comme tu le disais un peu, dans ce corps qui prend allure suffisamment pour pouvoir venir toquer aux portes de la vie terrestre. C'est-à-dire qu'on a traversé des milliards d'années d'évolution pour pouvoir naître humain à l'heure de l'évolution d'aujourd'hui. On ne va pas naître australopithèque, on ne va pas naître Homo erectus, on va naître un petit humain d'aujourd'hui. Et donc, on va naître à l'heure de l'évolution d'aujourd'hui. Et c'est un miracle, c'est-à-dire que c'est un miracle créateur de vie qui se passe dans tous les ventres de toutes les mamans de cette terre, et c'est un processus sur lequel les mamans n'ont pas de prise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se crée malgré elles et malgré tout, et ces petits humains vont se présenter à l'heure de leur naissance, à l'heure de l'évolution de la vie sur Terre d'aujourd'hui. Et donc, il y a déjà une odyssée invraisemblable que ce petit être a traversé entre la première cellule et les toutes premières cellules souches totipotentes qui pouvaient nous créer plusieurs nous-mêmes, jusqu'à ce petit être qui a déjà 9 mois d'aventure, qui va se présenter aux portes de la vie. Donc, ce n'est pas n'importe qui va taper aux portes de la vie terrestre, c'est un petit être qui porte en lui une puissance de vie invraisemblable, une puissance de vie créatrice, une puissance de comment dire, je trouve pas les mots pour décrire la puissance de vie qui habite ce petit être. Ouais. Donc, c'est comme si tout à coup, cet endroit qui nous a vu nous créer nous-mêmes, enfin pas nous-mêmes, être créés et procréés dans ce ventre, cet endroit devient étroit. Donc il y a nécessité à ce qu'il y ait un changement, puisque il y a une étroitesse, le ventre ne peut plus contenir cette vie. Donc on arrive à l'heure de la naissance, et on le sait aujourd'hui, on le sait que c'est le petit être qui va déclencher les premières contractions, qui va déclencher l'entrée dans le processus d'accouchement. Et donc, ce petit être, la première étape, on l'appelle la décision de naître, c'est-à-dire la décision plus ou moins claire de ce petit être à s'engager dans le processus de naissance pour venir sur Terre. C'est vrai que ça, c'est comme tu dis, c'est l'étape clé, c'est hyper important, et c'est quelque chose aussi dont je parle beaucoup, parce que avec la manière avec laquelle on accompagne les naissances aujourd'hui, il y a de plus en plus de déclenchements, de plus en plus de... Voilà, on intervient sur ce moment où le bébé, normalement, sent qu'il est prêt à naître ou pas. Est-ce que tu aurais, dans les exemples que tu as pu, auxquels tu as pu assister, des témoignages de personnes qui ont été, par exemple, déclenchées, ou qui ont pas, à qui on a volé cette décision, en fait, qui n'ont pas pu aller au bout de leur... et quelles répercussions ça peut avoir, en fait, dans leur vie, si c'est des choses qu'ils ont identifiées, qu'ils ont... Voilà.
Je me rappelle de quelqu'un qui traversait cette phase-là et qui avait perçu qu'en fait, le médecin voulait partir en vacances et l'accoucheur, l'obstétricien devait partir en vacances et qu'il était très pressé à faire enfin cet accouchement. Et je me rappelle de la détresse avec laquelle cette personne qui revivait cet instant faisait, de la détresse dont il faisait part, de la colère qu'il habitait, qu'on ait pu lui voler cette volonté de venir au monde en quelque part, en quelque sorte. Et puis, on pourrait imaginer que effectivement, dans la vie adulte, le fait de pouvoir ou pas décider de notre vie puisse devenir un problème. D'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que de ne pas pouvoir prendre une décision pour notre propre vie et que cette décision nous soit en quelque sorte hypothéquée, bah ça va être probablement une épreuve dans la vie adulte ou une difficulté, ou alors au contraire une grande aisance pour que plus jamais ça ne se reproduise. Donc tu vois, c'est pas c'est à événement égal, les répercussions dans la vie adulte peuvent être extrêmement différentes. Et c'est pas forcément le mal. Faut voir que même en décidant nous-mêmes, au vu de comment vont se dérouler les étapes suivantes, même si c'est nous-mêmes qui avons senti et on s'est retourné, qu'on ait pu y aller, bah, là aussi il peut y avoir des conséquences. Donc il n'y a pas forcément d'idéal, donc c'est bien sentir qu'il y a là quelque chose qui devient problématique si dans l'étape qu'on va traverser, on va rencontrer plus ou moins de difficultés. C'est-à-dire que l'étude de toutes ces situations revécues de naissance ont donné lieu à une description de cette étape, mais toutes les étapes ne sont pas traversées par tout le monde et toutes les étapes ne sont pas problématiques pour tout le monde. Bien sûr. Donc, si on intervient à cet endroit-là, ça pourrait faire que cette étape devient problématique. Et elle est problématique pour certains, puisque certains, par exemple, ne se présentent pas. Ne se présentent pas pour différentes raisons. Il y a des petits qui ne se présentent pas, ou alors se présentent par le siège. Voilà, donc cette première étape, elle va avoir une importance majeure pour certains et pour d'autres pas tellement. Et pour certains, on va avoir même du mal à l'identifier. Moi, par exemple, si je me réfère à ce que j'ai pu percevoir, je sens que le moment est venu, je ne sais pas si c'est vrai scientifiquement, mais ce que je percevais, c'était un changement de la qualité du liquide amniotique. C'est-à-dire que j'avais l'impression ce liquide commençait à changer de goût. C'est comme ça que je l'ai décrit. Je ne sais pas du tout s'il y a une réalité physiologique à ce que j'ai pu ressentir, mais j'ai senti que c'était l'heure. Et j'ai senti que c'est là que je pouvais y aller, mais aussi parce que si je naissais dimanche soir, j'évitais la rencontre avec le médecin qui avait suivi ma maman, et c'était important que j'évite cette rencontre. C'est fou, c'est fou. C'est-à-dire que j'ai trouvé cet instant où c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Et je suis effectivement née un dimanche soir sans le médecin en question. Wow. Ah, c'est intéressant cette expérience. C'est magnifique de voir comment il y a quelque chose du monde extérieur qui est petit à petit perçu, alors que jusque-là, on a un vécu complètement intérieur. C'est comme si on traversait pendant ces 9 mois, comme si on traversait le livre de la connaissance, de la vie. On est aux premières loges du livre ouvert de la connaissance. C'est magnifique la connaissance avec laquelle on est. Si vous voyez, vous aurez la chair de poule, si vous voyez ce que les êtres qui retraversent ces instants-là décrivent de ce paradis du ventre. Parce que c'est vraiment, on va naître avec la nostalgie de la perte de cet univers. Oui, bah, c'est ce que j'ai
compris, c'est que en fait, on revit des grands cycles. C'est-à-dire, si on y croit, en tout cas, nous, en tant qu'âme, on a été séparés de cette source. Donc, c'était le grand tout, une unité, et on se sépare et on se divise, et cette nostalgie de ce paradis perdu. Et on revit la même chose, en fait, dans le ventre de notre maman. Il y a toute la vie, c'est vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est tout le cycle de la vie, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, là où on est, qu'on revit constamment, et dans un sens, puis dans un autre. Enfin, on fait un cycle, il y a vraiment des... Voilà, donc je comprends cette nostalgie de ce paradis perdu dans le ventre de la maman. Je le dirais un peu autrement, c'est-à-dire que on brûle un peu les étapes, on en est à la sortie, mais effectivement, on va être habité toute notre vie par la nostalgie de cette perte. Oui, oui, J'y reviendrai tout à l'heure, oui, et ok. il va y avoir des comportements de tentative de compensation de cette perte. C'est-à-dire que toute notre vie, on va être habité par cette perte. Oui, oui. Et ce paradis, c'est l'équivalent ça va être l'équivalent d'un immense amour, en fait, d'un immense amour créateur. D'une fusion, oui. Un immense amour créateur dont on aura toute notre vie la nostalgie, et en même temps, ce sera toujours un élan, puisqu'on va avoir tendance à aller le chercher, en allant de désillusion en désillusion. J'y reviendrai parce que quand on va bien cerner la nature de ce traumatisme périnatal, et de voir qu'il va contenir certains aspects qui vont définir notre personnalité pour toujours, et qu'en même temps, on va faire 3 autres tentatives de compensation de cet amour initial perdu, qui vont se solder avec les traumatismes secondaires, ce que nous on appelle les traumatismes constructeurs de la personnalité secondaire, dans la petite enfance, dans l'enfance et dans l'adolescence, pour qu'à la fin de l'adolescence, notre personnalité apparaisse comme complètement construite, avec des modèles comportementaux traumatiques reliés à ces expériences. D'accord. Et je reviens juste alors sur quand tu as dit que le bébé, des fois, il veut pas venir. Est-ce que c'est pas juste une question de temps? À un moment, il va finir par arriver. Par exemple, nous, on constate Non, c'est pas qu'une question de temps. qu'aujourd'hui, on déclenche, des fois, on laisse que quelques jours, par exemple, après déclencher. Mais moi, je me dis, mais à un moment, le bébé, il va finir par sortir. Enfin, à un moment, il est trop à l'étroit. Est-ce que ça serait possible qu'il reste complètement, il peut rester, et y rester vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des sens sacrificiels parfois qui font que vraiment le petit être ne veut pas venir au monde. C'est-à-dire que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Oui. C'est-à-dire que il y a des êtres qui sont porteurs de cet attachement de cet attachement tellement fort à la vie d'avant, ou à ce qui se joue, ou qui ont tellement peur par rapport à la mission, peut-être avec laquelle ils vont arriver dans ce monde, qu'ils ne veulent pas naître. Et donc, il y a un risque vital, et que par moment, les interventions extérieures ont sauvé la vie de ces êtres. Et qu'on va voir peut-être des tendances dépressives, peut-être des tendances où ça ne va pas être si simple pour certaines personnes à vraiment accepter cette vie sur Terre. Ok. On peut même imaginer des addictions après pour retrouver quelque chose. Vous voyez, c'est très complexe, en fait. Oui, bien sûr, il n'y a pas une réponse pour tous, chacun va le vivre et l'expérimenter à sa manière. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient du mal, des âmes qui avaient du mal à venir et à accepter, et ça, je l'ai rencontré plein de fois dans les thérapies que j'ai faites. Mais il y avait soit un guide, il y avait quelque chose qui venait accompagner l'enfant pour l'aider à passer. Mais je pensais que tôt ou tard, il finissait quand même par sortir. Mais donc, c'est intéressant aussi de se dire, alors que les interventions, les déclenchements ont leur place. Après, le problème, c'est quand. C'est ça où c'est encore flou, parce qu'il n'y a pas voilà. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est des fois, c'est souvent abusif aussi. Complètement. C'est-à-dire Mais... que c'est pour qui qu'on intervient. Est-ce qu'on intervient pour soi-même, pour son propre confort, ou est-ce qu'on intervient vraiment en tenant compte de cette petite vie? C'est délicat, hein. L'ego, il va nous amener souvent à intervenir que pour nous-mêmes, sans forcément se poser la question Bien sûr. du sens de cette intervention par rapport au destinataire.
Ouais, dans ce cas, vu qu'on a personne ne va nous dire: «Là, c'est l'heure et là, c'est la limite, il faut faire sortir le bébé maintenant parce que sinon ça devient vraiment dangereux». Parce que, voilà, même si la médecine le fait, mais c'est voilà, c'est un peu abusif parfois. Donc ça serait intéressant que les mamans, par exemple, le couple, parle au bébé et essaie de le rassurer vraiment. Ça serait vraiment quelque chose à faire quand on voit que ça commence à dépasser peut-être un peu trop le terme. Mais même si ça ne dépasse pas, tu évoques quelque chose qu'on a découvert aussi, c'est que en fait, cette première étape, la décision de naître est très liée à la façon dont ce petit être Oui. perçoit sa conception, perçoit Mmh. l'amour qui a présidé ou pas à la rencontre de ses parents. Mmh. Et c'est vraiment cette première étape, elle est très, très tournée vers ces instants-là. C'est-à-dire qu'il y a comme une remémoration de l'instant où les parents se sont connus et où il y a eu ou pas cet élan d'amour entre eux et comment ce petit être est ou pas le fruit de cet amour. On peut entendre aussi que certains êtres qui ont été conçus hors lien amoureux et avec grande difficulté ou suite à un traumatisme au niveau de la conception. On Mmh. peut imaginer par exemple les procréations les conceptions par viol. Oui. On peut bien imaginer que ces petits êtres-là hésitent à sortir, hein. Donc Mmh. il faut voir que effectivement cette première étape, elle est liée à la réactualisation de l'amour extérieur là du coup qui a présidé à l'apparition de cette petite vie, à la conception Mmh. de cette petite vie. Mmh. Donc, tu vois, c'est très riche, c'est très complexe, c'est très personnel à chaque fois. Et qu'effectivement, si ce petit être et il a des parents et que les parents, à cet instant où apparaissent les premières contractions, au lieu de juste se précipiter sur la valise pour partir ou t'appeler vite pour Mmh. accompagner, bah, peut-être que ce serait un moment magnifique pour accompagner cette étape que de réévoquer la rencontre amoureuse qui les a amenés jusqu'à cet instant où cet être va naître de leur union, de leur amour, Mmh. et que c'est pas pareil que de se lancer dans ce processus d'accouchement en ayant évoqué ces instants qui sont souvent très beaux et qu'on a oubliés avec les soucis, avec la découverte Mmh. de l'imperfection les uns des autres, mais se rappeler que oui, il y a eu des instants parfois magiques dans la rencontre amoureuse qui a présidé à la création de ce couple, ben c'est bienvenu parce que ça va accompagner l'amour avec lequel ce petit être se prépare à venir sur Terre. Mmh. Parce qu'on vient pour deux choses, on vient pour nos parents et on vient pour ce qu'on a à faire pour la vie sur Terre. Mmh. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire Mmh. que comme s'il y avait une grande mission de vie qui dépasse tout, mais qu'il y a une petite mission de vie, c'est le Mmh. rôle qu'on va jouer dans la famille, le rôle qu'on va jouer entre nos parents. C'est pas rien, hein, de l'apparition d'un petit enfant dans une famille. Donc voilà, on a un peu ouvert l'éventail de cette première étape qui est la décision de naître. Et encore, on pourrait faire une émission d'1 heure que sur cette partie-là. Euh, Absolument, ouais. Tu vois, c'est très riche Mmh. et c'est magnifique de s'y pencher. Et en même temps, à chaque fois, c'est unique. Mais et on contient encore vraiment la mémoire. C'est pas le souvenir, c'est la mémoire de cet instant-là. J'ai fait une expérience parce que j'ai formé pas mal de psychanalystes et de psychothérapeutes dans ma vie, et pour leur faire sentir, même s'ils faisaient pas de la psychanalyse corporelle où on peut revivre pleinement cette traversée, j'ai inventé un petit dispositif pour leur faire sentir combien cette mémoire de la naissance faisait tout de suite surface.
tout de suite surface. J'ai inventé un petit dispositif en mettant deux matelas face à face, et je les invitais simplement à s'engager à traverser de part et d'autre ces deux matelas. C'était impressionnant ce que ça réveillait chez ces personnes. Et je me rappelle de quelqu'un qui est né dans des conditions très difficiles, dont je savais qu'elle était née dans des conditions très difficiles. Il a été impossible de s'approcher de ces matelas. Wow. Impossible. Donc, c'était vraiment voir que rien que amener un dispositif extérieur, ça réveille déjà cette angoisse fondamentale dont parlait Otto Rank, hein, et que je confirme en tant que psychanalyste corporelle, parce que moi-même j'ai été habitée d'une angoisse terrible devant ces fichus matelas. Donc après, la psychanalyse corporelle m'a amenée à trouver sens, à retraverser ces instants, et je me sers encore aujourd'hui de cette découverte de moi-même pratiquement au quotidien. Donc ça m'aide beaucoup au quotidien à me comprendre par rapport à un certain nombre de comportements que je peux encore avoir et qui s'enracinent clairement à ces premiers instants de ma petite vie. Oui, comme vous les appelez, c'est des moments fondateurs. Donc, si seulement on pouvait tous plonger là-dedans et aller libérer ce qui a besoin d'être libéré, comprendre ce qui a besoin d'être compris pour avancer. Mais bon, ok, écoute, on a fait la première partie, donc la décision de partir. Donc là, on a un peu embrayé sur la seconde partie qui est donc le long couloir, c'est ça? C'est comme ça que vous l'appelez? Le long couloir, nous l'avons appelé le long couloir du ventre, alors qu'en réalité physiologique, ça fait quelques centimètres. En réalité intérieure, c'est une traversée très éprouvante. C'est-à-dire que c'est comme si on était engagé dans un tunnel étroit et glissant à sens unique dont on ne perçoit pas le bout. C'est-à-dire que c'est extrêmement éprouvant. Et le petit être qui naît va découvrir dans cette épreuve l'endurance, va découvrir dans cette épreuve pour la première fois quelque chose qui met à l'épreuve son corps, c'est-à-dire que cette étroitesse, cette traversée à cet endroit-là est douloureuse physiquement et compressive physiquement, parce qu'on passe quand même d'un ventre avec le liquide amniotique, etc., où il y a, à part souffrance fœtale, c'est quand même assez confort. C'est-à-dire que, on le voit dans les échographies d'ailleurs, c'est assez confort. Et que là, on va passer dans une étape où il va falloir traverser le col de l'utérus, tout simplement, hein, et que nous, on a appelé le long couloir du ventre, puisque là, tous les corps retrouvent cet instinct de reptation. C'est impressionnant. Si vous voyez les gens qui traversent ces instants de psychanalyse corporelle, les longueurs qu'ils peuvent faire dans la salle de travail, ils sont inarrêtables. C'est-à-dire qu'il y a une grande force d'endurance qui va se réveiller, et pour la première fois, on va découvrir aussi les limites de notre corps, on va découvrir notre rapport à l'effort, notre rapport à l'engagement, et puis il va y avoir un truc incroyable qui va apparaître, c'est le dialogue avec les contractions. C'est-à-dire que c'est le dialogue avec ces contractions non expulsives. Ces contractions qui peuvent s'avérer, déjà, c'est comme des décharges électriques sur le corps du petit qui naît. Moi, j'avais l'impression de retrouver des espèces de court-circuits qui m'arrivaient dessus, et de découvrir qu'en fonction de la façon dont la maman elle va les vivre, les contractions sont aidantes ou empêchantes. Et donc, ça va rentrer dans une espèce déjà de dialogue profond avec le subconscient de nos mamans, et on va commencer à les percevoir dans leur propre
dans leur propre rapport à l'engagement, dans leur propre rapport à la douleur, dans leur propre histoire histoire, on va avoir accès à l'histoire profonde de nos mamans. Et quelque chose de ce dialogue profond et du naissant au subconscient de la maman va passer par ces contractions. C'est-à-dire que la façon dont la maman qui accouche va savoir se glisser aussi dans ces contractions pour aider ce petit bébé, ou alors la façon dont elle va inconsciemment s'opposer parce qu'elle a peur, parce qu'elle a une relation à la douleur qui est difficile, parce que elle est habitée par des préoccupations, pour X raisons. Il y a là un dialogue qui va être favorisant ou empêchant. Et déjà là, quelque chose de notre future relation profonde à nos mamans va commencer à se dessiner. À l'insu de notre maman. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune qui fait exprès que ce soit comme ceci, comme cela. Mais comme on ignore complètement, le plus souvent, on ignore complètement ce que le petit naissant, il vit depuis l'intériorité, et à quel point il commence à avoir accès à qui nous sommes en vérité, ce dialogue, il peut déjà annoncer une relation facilitante ou empêchante avec nos mamans. Et vous comprenez que si on retraverse ces instants-là et qu'on se rend compte en le retraversant qu'en fait, elles n'y sont pas pour grand-chose, qu'elles n'ont même aucune idée de ce qui est en train de se passer. Moi, personnellement, ça m'a amené à me dire, mon Dieu, mais je lui en veux tellement de m'empêcher depuis tant d'années, et finalement, elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle n'a aucune idée de tout ce que je sais d'elle. Elle n'a aucune idée de comment moi je l'aperçois. Aucune idée. Donc là, on est dans quelque chose qui est autour de notre rapport à l'effort, de notre rapport à l'engagement, et tant d'efforts pour si peu de résultats, parce qu'en fait, on progresse millimètre après millimètre. Et se dire qu'il y a des petits qui passent des heures là-dedans. Donc moi, on m'a toujours dit que je suis née comme une lettre à la poste. Pas du tout. C'est-à-dire que mon vécu à moi et ce qui est décrit de l'extérieur, ça n'a rien à voir. J'ai failli crever dans ce passage. Donc, vraiment. Donc, ça n'a rien à voir entre ce qu'on décrit de l'extérieur et ce qui se vit de l'intérieur. C'est super intéressant parce que ça rejoint beaucoup ma vision des choses et ce qu'on dit aussi sur la naissance, parce que quand la femme va résister inconsciemment, inconsciemment souvent, mais parce que ça fait peur aux contractions, ça aide pas le bébé. Et alors que quand elle s'ouvre à ça, elle plonge dedans, elle se laisse envahir par la contraction, on fait équipe en quelque sorte. Donc c'est dingue parce que je le vois vraiment d'un point de vue fréquentiel. Moi, tout ça, je suis une adepte. Et c'est vrai que le bébé, il capte la fréquence. Et ma maman, elle a peur de plonger dans ce qui lui fait peur, et inconsciemment. Et donc, c'est fou comment le bébé peut le vivre comme étant elle me bloque, elle m'empêche d'avancer, quoi. C'est impressionnant. Ok, et du coup, est-ce qu'on peut passer alors à la prochaine étape, justement, des points bloquants, du blocage au niveau du col de l'utérus? Eh ben, il y a un endroit où cette progression lente et difficile s'arrête carrément. C'est-à-dire que devant l'ouverture ou la fermeture du col de l'utérus, il va y avoir ce qu'on appelle un point de blocage. Donc, la perception que on peut pas avancer plus loin. Et que soit il va y avoir l'attente nécessaire pour que le col s'ouvre suffisamment pour qu'il y ait les contractions expulsives, là, du coup, puissent aider l'expulsion. Mais il y a la perception encore plus profonde du sacrifice qu'il va falloir pour sortir de ce ventre.
il y a certains naissants qui vont avoir la perception du fait qu'il va falloir forcer le passage. Il va y en avoir qui vont avoir l'impression qu'il va falloir que sortir, ça va être déchirer ce ventre. De faire mal à sa maman, il y avait ça. Exactement. Ouais. Et il va y en avoir qui vont avoir l'impression que sortir va être terrible pour sa maman parce qu'ils vont découvrir qu'il est garçon, qu'il est fille, qu'il ressemble à un tel. Donc, il y a des points de blocage aussi qui vont se corser par rapport à ce qu'on pressent des projections qu'on a déjà sur nous-mêmes. Il y a une épaule qui peut pas passer. Il y a différents éléments extérieurs qui vont procurer ce sentiment de blocage, et il y a le sentiment intérieur qui va procurer ce sentiment de blocage. Et est-ce que tu as des exemples de la vie adulte après? Comment ça peut se manifester dans notre vie de tous les jours, par exemple? Parce que les étapes qu'on a dit là, notamment les blocages. Eh ben, on va prendre la mienne, parce que il se trouve que mon point de blocage s'avère être en lien avec la double circulaire que j'ai. Donc, j'ai le cordon enroulé 2 fois autour du cou au moment de naître, qui va m'apporter des efforts et des risques supplémentaires à un certain endroit. Et surtout, je ne veux absolument pas forcer ma maman. Je ne veux absolument pas naître en force. Je ne veux absolument rajouter de la douleur et de la souffrance à cette maman que je sens ravagée de douleur, ravagée de souffrance. Elle venait de perdre un bébé avant moi, et il m'est impossible d'envisager d'en rajouter. Wow. Quitte à y rester, hein. C'est-à-dire que ça donne chez moi un sens sacrificiel très important. Et en préparant l'émission, justement, j'ai relu mes bilans de séance, et ça m'a beaucoup touchée de me rendre compte que toutes les séparations de toute ma vie se sont passées selon ce modèle-là. Toutes. C'est-à-dire que je pars toujours en y laissant tout, et en prenant soin de faire le moins mal possible à la personne avec laquelle il se joue cette séparation. Comme avec ma petite maman. Ça a toujours été, toute ma vie est empreinte de ce sens sacrificiel-là. C'est-à-dire que ce que j'ai retrouvé dans mes bilans, j'ai marqué je dois me faire toute petite pour passer sans qu'elle ait mal, et sans en rajouter. C'est fou la perception que je pouvais avoir. Et puis il y en a qui se rendent compte que il va falloir absolument forcer ce passage, et en passant, il y a des hémorragies par exemple maternelles qui se déclenchent, et ces petits êtres-là, ils vont toujours porter une culpabilité subconsciente dont ils n'auront plus idée d'où elle vient. C'est-à-dire qu'ils vont avoir toujours l'impression d'être des monstres qui déchirent tout, qui font du mal, etc., alors que ça vient s'enraciner dans ce besoin vital de déchirer ce ventre pour pouvoir vivre. C'est vivre ou mourir du point de vue sacrificiel. C'est fou. Et puis, je vois aussi mais là, c'est au quotidien, il y a évidemment un grand stress que j'ai enregistré à ce moment de la naissance, parce qu'effectivement, la compression forte du cordon a donné un sentiment d'apathie et de mort imminente que j'ai traversé à ce moment-là. Et en fait, ça a créé quelque chose, d'une situation de stress dans la salle d'accouchement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la sage-femme s'est rendue compte qu'il fallait absolument qu'elle intervienne, parce que sinon j'allais mourir. Et donc c'est elle qui intervient et qui m'aide à sortir.
Donc moi, j'ai pas décidé de sortir, hein. Toujours pas, hein. Et donc c'est elle qui va me dégager et qui va me sortir et couper le cordon pour me dégager le plus vite possible parce que j'étais en train de mourir. Et donc il se passe deux choses avec cet événement au niveau de la sortie, c'est que ça crée un stress et en même temps, je revis à ce moment-là le fait que cette sage-femme, dans le moment avec le moment de stress, elle rentre dans quelque chose où elle se dépasse elle-même. Et tous les gestes qu'elle fait sont justes. Et donc, j'ai enregistré ces deux aspects-là. C'est-à-dire que d'un côté, à chaque fois que je quitte ma maison, que je vais à la gare, c'est impossible que je ne crée pas une situation de stress. J'arrive toujours limite. Toujours. Je suis jamais en avance. C'est limite. À quelques minutes près, je ne rate pratiquement jamais le train, mais je suis toujours à la limite de le rater. Et je ne savais pas pourquoi je me jugeais beaucoup de ce comportement que je trouvais stupide. Et maintenant, je me suis rendu compte qu'il était lié à ce besoin de recréer ce stress. Et que je sais très bien que je ne vais pas pouvoir changer, donc c'est pas la peine de me juger, si ce n'est sourire à ce besoin de répéter ce stress. Et en même temps, j'ai enregistré aussi quelque chose qui fait que dans les moments de stress, moi-même, je suis capable de me dépasser de façon assez incroyable, comme cette sage-femme qui m'est restée en mémoire. Donc, tu vois, c'est magnifique en fait. Et en même temps, si j'ai frôlé la mort et que toutes les activités qui pouvaient impliquer une perte, une asphyxie, une perte d'oxygène, je n'ai jamais pu les faire. C'est-à-dire jusqu'à ce que je retraverse cet instant-là, j'ai jamais pu apprendre à nager, par exemple. Impossible de mettre la tête sous l'eau ou de me trouver dans les visites des grottes et tout ça où c'était impossible. Parce que ça crée un tel stress que je ne savais pas comment maîtriser. Ouais. Et depuis, quelque chose s'est apaisé. J'ai appris à nager et quelque chose s'est apaisé. Ok. Ça a pris du sens. Mais j'ai pas fait ça pour ça. Hein. Faut comprendre que c'est des bénéfices collatéraux que je n'ai pas du tout envisagés. Hein. Et donc, juste peut-être rajouter quelque chose, parce qu'à chaque fois, on a parlé des attitudes parentales en face de l'épreuve qui est traversée dans l'étape respective. Cette étape-là vient chercher la propre capacité de sacrifice des parents, en fait. Et que ça vient les chercher sur « et vous, qu'est-ce que vous êtes capable de sacrifier ? Quel est le sacrifice qu'il pourrait avoir pris pour vous-même pour pouvoir m'accueillir ?» Donc, tu vois, c'est magnifique hein, de voir qu'à chaque étape, on pourrait voir qu'en face, cela sollicite chez les parents des dimensions intérieures puissantes si on a conscience de ce que ce petit être traverse. Et c'est magnifique de sentir de quoi parlent les mythes aussi, les mythes fondateurs par exemple. J'aimerais revenir sur une lecture un peu, on va dire, de légende mythique de cette traversée de ce petit bébé qui passe par différentes épreuves initiatiques à la vie sur Terre pour naître. Et alors, on pourrait voir que dans le ventre, il est coparticipant de sa propre procréation. C'est comme s'il était à l'égal des dieux qui participent de la création de la vie. À partir du moment où il s'engage dans ce long couloir du ventre, c'est comme si il était enfant de Dieu, comme s'il était enfant de cet univers et qu'il progresse vers cette lumière de la vie au bout du couloir qu'il ne perçoit même plus, mais il a une telle foi qu'il y va en fait. Et c'est à cet endroit qui se joue aussi une façon de relationner avec la foi. Ensuite, on va arriver à l'endroit de la décision héroïque qu'on a vu tout à l'heure. C'est la décision de déchirer ce ventre, la décision de sortir de ce ventre, qui est une décision héroïque de sacrifice. Et là, le petit être
il est le héros de toutes ces légendes et tous ces mythes dont notre humanité est créatrice. Et à cet instant où il arrive, il sort de ce ventre et il sent cette terre et il sent ce qui se joue sur cette terre, parce qu'on a vu que c'est progressif. D'abord, il rencontre la terre, ensuite les humains imparfaits et la maman imparfaite. Et donc, à cette sortie du ventre, il a des organes de sens ouverts comme un grand sage. Ensuite, on va pouvoir aller à cette étape où il rencontre le monde des soignants maladroits, le monde. C'est comme si là, on pourrait le voir dans sa royauté de perception des sujets de la terre quelque part. Waouh. Et quand on arrive à cette étape déchirante de découverte de l'imperfection amoureuse de sa propre maman, ben là, c'est l'homme avec le grand H qui perçoit l'imperfection humaine. Alors toute la vie va être destinée à retrouver cette imperfection et à apprendre à l'aimer. Et pour finir, au moment où cet écran définitif, il va tomber sur les organes de sens, les grands organes de sens perceptifs du monde et du monde intérieur du petit bébé, on va pouvoir se rendre compte que ce géant de l'esprit est devenu esclave, est devenu impuissant, est devenu enfermé dans une petite perception du monde et dans ce petit corps. Et on peut voir toute cette épopée du divin à l'esclave, et combien toute notre vie, on aura une démarche spirituelle à entreprendre pour pouvoir sortir de cet esclavage. Oui, c'est un peu comme quand on dit on a oublié qui on est et d'où on vient. Donc c'est waouh, c'est beau. C'est magnifique de pouvoir envisager que nous sommes porteurs de tout ça. Mais avec cette mémoire à réactiver qui est toujours en nous. Et alors, plutôt que de l'avoir à l'extérieur de nous, c'est vrai que c'est intéressant. Et nous sommes riches d'une connaissance infinie. Nous, connaissance intérieure infinie. Je reviens juste sur... en fait, on a évoqué beaucoup de choses et ça me tenait à cœur de préciser parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs facteurs qui vont venir faire qu'on va vivre des choses difficiles. Vu la longueur de l'épisode, on a choisi de le séparer en 2 épisodes. Donc vous retrouvez la suite, notre échange avec Daniela qui y arrivera très prochainement. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. À très bientôt pour la suite des épisodes.